Trump a déclaré la guerre. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis, Donald J. Trump, vient tout juste de déclarer la guerre. Les États-Unis entrent en guerre. Je suis très heureux, même si, comme vous le savez, je suis opposé au règlement des différends par la force. Voyez-vous, depuis plus de 10 ans, le groupe terroriste d'extrême gauche Antifa considère Portland, dans l'État de l'Oregon, comme sa principale forteresse. Ils ont agi en toute impunité, prenant de nombreuses vies innocentes et causant des dégâts matériels de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et dans le meilleur des cas, tout ce qu'ils recevaient, c'était une légère sanction parce qu'ils étaient protégés par tous les politiciens radicalement progressistes. Mais à un moment donné, tout a changé. Le président des États-Unis a signé l'un des décrets les plus importants de l'histoire de notre pays. À la demande de la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem, je confie au secrétaire à la guerre Pete Hegseth. Notez, il s'agit du ministre de la guerre, pas de la défense. Pete Hegseth fournira toutes les troupes nécessaires pour protéger Portland dans l'État de l'Oregon, dévasté par la guerre. Et tous nos sites Immigration and Customs Enforcement attaqués par Antifa et d'autres terroristes intérieurs. Il y a quelques jours, le gouvernement des États-Unis, la Maison-Blanche, a reconnu le groupe Antifa, la branche paramilitaire du Parti démocrate américain, comme une organisation terroriste locale. À partir de ce moment, tous les participants, tous les complices, tous les financiers et même les personnes qui connaissaient leur plan sans en informer les autorités sont devenus des criminels passibles de lourdes peines de prison. Les terroristes eux-mêmes peuvent facilement être condamnés à 30 ans de prison, tandis que ceux qui les ont aidés, qui savaient mentir mais n'ont rien dit, peuvent recevoir jusqu'à 20 ans de prison et ils peuvent effectivement être condamnés. Bien sûr, plus un individu est impliqué dans le crime ou dans sa préparation, plus, comme on dit, la peine sera sévère. Les amis, il le fait vraiment. Le président Trump vient tout juste de déclarer la guerre, Antifa. Et non seulement il envoie des troupes, d'ailleurs ce sont les forces armées des États-Unis, mais il leur a aussi permis d'utiliser toutes leurs forces. En d'autres termes, les gants d'enfants sont retirés. Il a donc choisi d'éliminer définitivement le terrorisme intérieur d'extrême gauche par tous les moyens nécessaires. Par tous les moyens possibles, y compris l'élimination des terroristes et de leurs complices. Cela signifie également que tous les politiciens radicalement progressistes qui ont aidé et encouragé ces terroristes Antifa peuvent enfin être tenus responsables, ainsi que toutes les personnes qui ont soutenu financièrement Antifa. Comme vient de l'écrire Pam Bondi sur Truth Social, j'ai été témoin de la violence continue contre les agents de l'Immigration and Customs Enforcement dans tout notre pays. Le ministère de la Justice ne restera pas inactif face à une telle illégalité. Sur mes instructions, j'envoie des agents du ministère de la Justice dans les établissements de l'Immigration and Customs Enforcement et dans les endroits où l'Immigration and Customs Enforcement est attaqué, pour protéger les agents fédéraux, sécuriser les biens fédéraux et arrêter immédiatement toute personne impliquée dans un crime fédéral. Conformément au récent décret du président Trump, je demande aussi aux groupes antiterroristes nationaux de réprimer et enquêter sur toutes les organisations et personnes liées au terrorisme intérieur, y compris les actes de violence répétés et les entraves contre les agents fédéraux. Alors, cela signifie que l'armée et les unités armées du ministère de la Justice sont partis en Oregon pour rétablir l'ordre. Mais on vous a dit non seulement qu'ils allaient en lutter contre les bandes armées qui tirent, provoquent des émeutes, lancent des pierres, et ainsi de suite. Trump et son administration s'en prennent aussi à ceux qui se trouvent derrière eux, Trump, l'administration, derrière eux. Ancien directeur du FBI, ex-chef du renseignement ou représentant actuel de l'État, un élu au niveau national ou local ou un milliardaire finançant des organisations. Pour empêcher Donald Trump d'accéder au pouvoir, tout sera envisagé. Nous allons enquêter sur vous et mettre fin à l'utilisation du pouvoir à des fins personnelles. Il n'y aura plus de système judiciaire à 2 vitesses. La directrice Patel et moi, Todd Blanche, collaborons étroitement avec notre remarquable communauté du renseignement. Tulsi Gabbard, John Radcliffe, sans interruption, 24 heures sur 24. Les personnes seront tenues responsables. Tous ceux qui ont enfreint la loi seront traduits en justice. Quel que soit le grade, le nom, la position ou l'âge, tous sont égaux devant la loi.
Je sais qu'il est facile de dire que rien ne se passe et que nous n'avons pas encore vu assez d'arrestations. Mais il faut aussi rappeler que Donald Trump n'est revenu à la Maison-Blanche que depuis 9 mois et qu'il faut du temps pour bâtir des dossiers juridiques solides. Je pense que nous aimerions tous commencer à emprisonner certains de ces gens, mais pour garantir la solidité des accusations, il faut bâtir des dossiers inattaquables, donc passer au crible de nombreux documents pour réunir toutes les preuves. Vous savez quoi? Regardez ceci. Brennan, Obama, Monaco. Tous Se sont ligués, tous, ont travaillé ensemble pour tenter de saboter, de saper, de détruire les institutions démocratiques, et les structures de ce pays. La tromperie avec Rochaguet, le complot avec Rochaguet et toutes les attaques contre nos libertés qui y sont liées. Des descentes à l'aube, que de sorte des arrestations d'Américains innocents, de l'espionnage contre l'entreprise et les employés du président Trump, la destitution de son conseiller à la sécurité nationale, une fausse accusation après l'autre, le procureur spécial. Tout cela a été une tentative incessante de renverser le gouvernement pour lequel le peuple américain a voté. Je ne trouve pas de mots assez forts pour condamner le comportement de ces conspirateurs, de ces rebelles. Nous n'avons pas la mémoire si courte pour oublier ce que le pouvoir du Parti socialiste, qui se fait appeler pour une raison quelconque démocratique, nous a fait subir. Bien qu'il soit difficile de trouver quelque chose de moins démocratique que cette organisation komsomol fasciste. Messieurs, Stephen Miller, que je viens de vous montrer, est, disons, la deuxième personne dans l'administration du président, après Susan Weiss. Il ne dira jamais le terme comploteur, ni ne citera les noms comme Obama et ses acolytes. Y a-t-il une affaire qui sera engagée contre ces comploteurs? Et cette définition, cette accusation, n'inclurait pas cela, et il n'aurait aucune preuve qu'il y a eu un complot. C'est-à-dire qu'Obama, Hillary, Comey, Brennan et d'autres seront jugés comme des comploteurs. Autrement dit, au moins, c'est ce qui leur sera reproché. Ce qui conduit, mesdames et messieurs, eh bien, à une peine de 10 ans de prison, je crois, sans possibilité de grâce, ou même dans certains cas particuliers, jusqu'à 20 ans et la confiscation des biens. Les personnes condamnées comme insurgés et comploteurs perdent, si elles avaient une pension d'État, tous les avantages et n'ont plus jamais le droit d'être élues ni de travailler au sein du gouvernement. Ce mot « insurrection » est très clairement compris et a une signification bien définie avec des conséquences constitutionnelles. Alors, je vous dis ce qui se passe en ce moment même. L'administration Trump est en train de préparer une série d'affaires pour complot en vue d'une insurrection afin de finalement tenir pour responsable l'extrême gauche et l'État profond. Chers trolls, professionnels ou amateurs, et même ceux qui ne sont pas très respectés, vous pouvez cracher votre venin autant que vous voulez. C'est commencé. Ce n'est pas que ça va bientôt commencer, ni que ça commence, mais c'est déjà commencé. Et pour vous aussi bien les salauds que les idiots. Caillouk, il y a un mot comme ça, caillouk. Si vous voulez, c'est foutu. Donc pour vous aussi, c'est foutu. Et nous continuons à suivre les dernières nouvelles urgentes. Récemment, le président Trump a déclaré sur Truth Social qu'il envoyait des troupes à Portland, Oregon, pour protéger les sites de l'Immigration and Customs Enforcement. Désormais, Portland n'est que la dernière ville dirigée par les démocrates dans laquelle le président a soit envoyé, soit menacé d'envoyer des troupes dans le cadre de sa lutte croissante contre l'immigration et la criminalité. Qu'est-ce qu'Antifa? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qui les financent? Portland, dans l'État de l'Oregon, est le centre des opérations d'Antifa. Certains pensent que Portland pourrait avoir la plus grande présence d'Antifa du pays. Peut-être même dans le monde, car Antifa n'est pas une organisation centrée uniquement aux États-Unis. C'est en quelque sorte séparé de leurs racines européennes, car c'est de là que cela vient à l'origine. Des gens aiment dire qu'Antifa est une organisation totalement décentralisée, qu'elle n'a pas de direction, que c'est un groupe un peu amorphe, mais ce n'est pas ce que nous entendons. Antifa a des soldats de base, puis ils ont une faction militaire qui entraîne ces soldats. Et ensuite, il y a le mécanisme de financement des organisations non gouvernementales, peut-être les Soros, les politiciens, les médias, qui protègent ces gens-là.
Ces nuits récentes, des terroristes intérieurs ont attaqué, lançant des cocktails Molotov sur des véhicules, dont le bus de tournée d'Ice Cube à Portland. Voici ce qu'il reste de son bus luxueux. Les amis, c'est incroyable. La nuit dernière, ces personnes ont lancé des grenades fumigènes dans le centre de détention ICE à Portland, tiré des feux d'artifice sur les agents d'ICE et attaqué sans relâche les forces et biens fédéraux. D'après ce que nous comprenons, l'affaire de complot criminel est allée beaucoup plus loin que ce que les gens réalisent. Pam Bondi a lancé ce nouveau groupe conjoint antiterroriste, cette opération spéciale spécialement conçue pour Antifa. Le groupe se concentre sur Antifa, identifie ses membres, complices, alliés et sponsors. Et regardez, elle dit qu'ils cherchent à obtenir les accusations les plus graves possibles contre tous leurs membres. Nous vivons une nouvelle ère de violence politique. Les assassins ont tenté 2 fois de tuer Trump et ont aussi visé le juge Kavanaugh. Dans le Minnesota, des législateurs et même des enfants présents sur les lieux ont été abattus de sang-froid lors de 2 incidents distincts. Et l'assassin a pris pour cible et tué notre ami Charlie Kirk. Un tireur d'élite a tué 3 personnes dans un centre ICE au Texas. Plus de 200 émeutiers violents sont maintenant dans un centre ICE à Chicago, criant « Arrêtez ICE, tirez sur ICE ». Au moins, l'un d'entre eux était armé. Nous avons déjà vu cela à Portland et lors des émeutes à Los Angeles. Ce ne sont pas des manifestations pacifiques, mais des attaques coordonnées d'extrémistes radicaux qui prennent fin maintenant. Et vous ne le sauriez même pas. Vous dînez avec eux, tout va bien. Puis vous découvrez qu'ils ont financé ces fous avec des millions de dollars. Steve, peux-tu en dire quelques mots, s'il te plaît? Oui, monsieur. C'est un jour très historique et significatif. C'est la première fois dans l'histoire de l'Amérique que le gouvernement mène des efforts globaux pour démanteler le terrorisme déradicalisé, Antifa et les organisations responsables de ces actes de violence politique et de terrorisme. Ce que nous avons vu, si vous regardez, que ce soit le retour aux émeutes qui ont commencé avec Black Lives Matter, jusqu'aux émeutes d'Antifa, les attaques contre les agents de l'Immigration and Customs Enforcement, les campagnes de doxing et maintenant les assassinats politiques. Ce ne sont pas des événements isolés, c'est une partie d'une campagne organisée de terrorisme d'extrême gauche. Elle est structurée, complexe, bien financée et planifiée. Il n'y a vraiment rien de semblable dans le pays en ce moment. Je n'ai rien vu de tel dans notre pays, je veux dire l'Amérique, a dit Steve. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Et donc, à part Antifa, il n'y en a pas vraiment. Ça rappelle d'ailleurs les unités de combat bolcheviques dirigées par Simon Ter-Petrosian, surnommé Komo, et Iosif Djoukashvili, connu sous le nom de Staline, par la suite. Des braqueurs étaient aussi menés par des proches comme Mikhail Frunze et Yakov Sverdlov. Et auprès du comité central du parti, c'est-à-dire au centre, sous la direction directe de Vladimir Ulyanov, qui a ensuite pris le pseudonyme de Lénine, opérait une bande de braqueurs commandée par Vladislav Nevsky. Je ne sais pas, c'est son nom de famille. Ou, apparemment, d'après la manière, il semble aussi que ce soit un nom inventé. L'Antifa est organisée selon un principe similaire, bien que la stratégie soit, disons, différente. C'est en fait la même chose. La stratégie vient du centre, les décisions tactiques du terrain. La question est de savoir si l'Antifa a commencé à s'inquiéter. Ensuite, l'une des figures publiques les plus connues de l'Antifa, une sorte de chef, Alissa Hazar, a tout simplement supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Elle les a nettoyés. Ils sont inquiets. Les amis, ils comprennent que l'administration Trump, c'est un groupe de travail spécial. Le ministère de la Justice ne plaisante plus. Ils considèrent ces personnes comme des terroristes intérieurs et vont les inculper en tant que tels. Les traiter comme tels. J'espère vraiment qu'ils le feront de la manière la plus large et la plus sévère possible. Ils prennent certaines mesures ici et ils font de grands pas en enquêtant sur ce que je dirais être des affaires qui avaient été classées, mais jamais résolues. Des mystères non élucidés, si c'est le cas. Mais quand on regarde cela, Logan, c'est intéressant, parce que Kash Patel et Dan Bongina essaient de redorer l'image du FBI. Et quand on regarde ces 3 affaires, elles auraient dû être celles que les forces de l'ordre fédéral auraient pu résoudre rapidement. L'affaire de la fuite de Dobbs a clairement été gérée par le maréchal de la Cour suprême, pas par le FBI. L'affaire de la Maison-Blanche, avec toutes les caméras de surveillance et la sécurité, aurait dû être résolue à la Maison-Blanche. Les forces de l'ordre auraient pu facilement résoudre cette affaire, surtout avec tous les enregistrements du 6 janvier. Pourquoi cela a-t-il été caché et si peu enquêté?
Pour moi, c'est plus important. Et qui a divulgué ces documents? Ce sont ces choses-là, et pas seulement qui a divulgué les documents. Pourquoi cela n'a-t-il pas été élucidé? Que puis-je dire? Nous pensions que nous ne verrions jamais ce jour, mais l'Amérique vient d'être témoin des premières arrestations massives de terroristes intérieurs et George Soros a brisé le silence avec une déclaration paniquée qui change absolument tout. Alors, c'est parti, d'accord. Je crois que le 25 septembre 2025 restera dans l'histoire comme le jour où l'Amérique a vu la responsabilité pour ce que le président Trump a appelé l'Amérique des terroristes d'extrême gauche. Alors, pendant que des millions d'Américains dormaient, les agents fédéraux étaient en mouvement et le pire cauchemar de l'État profond venait tout juste de devenir réalité. Alors, si vous ne savez pas ce qui se passe, le président Trump, en ce moment même, pendant que nous parlons, prend des mesures contre Antifa après des années de chaos, de destruction et de violence dans nos villes. Eh bien, il s'appelle Antifa. Il se donne ce nom parce qu'il serait soi-disant antifasciste. Mais ce n'est qu'un nom, une façade, une couverture. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière? Antifas, oui, c'est un collectif ou un ensemble d'idées bien définies, qui croient en la violence politique pour atteindre ses objectifs politiques. C'est littéralement la définition du terrorisme. Donc dire que Antifa n'est qu'une idée revient à définir le terrorisme. C'est ce que dit un ancien membre du mouvement Antifa. Lorsque vous avez entendu parler pour la première fois de cette initiative de la Maison-Blanche, avez-vous pensé que c'était pour attraper les personnes en noir que vous voyez détruire la communauté, ou avez-vous pensé à autre chose? Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est pour trouver les personnes qui financent Antifa. C'est intéressant car Antifa a diverses sources de financement. L'un des moyens dont je me souviens de mon époque, c'est que beaucoup de gens avaient vraiment un travail et se finançaient eux-mêmes. Mais je sais qu'il y en avait plusieurs différents, je ne suis pas sûr exactement. Ce n'est pas GoFundMe, mais des sites similaires à GoFundMe qui organisent des collectes de fonds pour les militants Antifa afin de les sortir de prison pour faire toutes ces choses. Il y a quelques années, la représentante Ocasio-Cortez encourageait à faire des dons pour les libérations sous caution. Ceux qui étaient liés à Antifa, l'auteur Mark Ray a écrit « Antifa, le guide antifasciste ». Thèse faite en réalité don d'une partie des revenus de ses livres à certaines organisations non nommées similaires à Antifa. Donc il existe certainement de nombreuses sources de financement allant du niveau local à de nombreuses collectes de fonds et entreprises différentes. Pensez-vous que cette désignation comme organisation terroriste dissuadera les gens de rejoindre ou financer Antifa? Je vous pose cette question en me fondant sur votre expérience dans ce groupe, à l'écoute des gens et à leur côté. Pensez-vous que cela ralentira Antifa? En fait, j'ai écrit à ce sujet dans The Hill il y a quelques années, je pense, peut-être il y a 5 ans, que désigner Antifa comme une organisation terroriste intérieure aurait vraiment 2 effets. Premièrement, cela aidera réellement les forces de l'ordre à cibler certaines cellules terroristes. Deuxièmement, il s'agit aussi d'une bataille médiatique. Antifa se présente comme antifasciste, donc s'opposer à Antifa reviendrait à soutenir les fascistes. Mais c'est loin de la vérité. Combattre Antifa, c'est lutter contre la violence politique, peu importe d'où elle vient. Parce que dans une certaine mesure, et en réalité dans une large mesure, beaucoup de ces militants Antifa sont eux-mêmes des terroristes. Ils sont eux-mêmes des fascistes. Donc les désigner comme des groupes terroristes intérieurs aident vraiment à lutter contre Antifa. Dans les relations publiques, cela révèle leur véritable nature, un mouvement terroriste intérieur. Maintenant, je vais vous présenter une jeune femme journaliste qui a passé 3 ans avec des extrémistes de gauche et qui écrit un livre à leur sujet. Elle anime aussi un podcast populaire. Je pense vraiment que ces personnes essaient de renverser le gouvernement. Si nous tenons à protéger le pays en tant qu'institution, il faut parfois faire des sacrifices. C'est une faction paramilitaire violente de l'extrême gauche. Ils veulent vraiment renverser le gouvernement fédéral. Je pense qu'ils tenteront de le faire un jour et qu'il faut prendre des décisions difficiles pour l'éviter. Que veulent-ils? Quelle est leur vision? Ils veulent renverser les États-Unis, créer un monde sans gouvernement, tribunaux, police, ni argent. Nous. Ils veulent une sorte de prise de décision collective. Donc une prise de décision collective sur qui reçoit de la nourriture, qui reçoit de l'énergie. Ils ne veulent pas de propriété privée, donc vous ne posséderez pas votre maison, vous ne posséderez pas votre terrain. Ils ne veulent pas que les parents aient des droits sur leurs enfants, ils veulent que les enfants soient élevés par la collectivité. Oui, ils veulent renverser le gouvernement et abolir la Constitution, car ils estiment que tout repose sur le capitalisme. J'ai une vidéo où ils le répètent souvent, ils veulent une société marxiste, c'est leur but. Je pense qu'il y a eu un moment où ils ont dépassé cela, mais je pense que ce temps est révolu.
Et de nombreuses personnes égales l'extrême gauche ont été endoctrinées dès l'école publique et dès 5 ans dans cette idéologie. Et c'est à ce moment-là avec les jeunes. Parce que ce genre de contenu est très présent dans les écoles depuis 20 à 30 ans. Et je pense que, vous savez, beaucoup de gens n'ont vraiment pas prêté attention à ce qui est enseigné dans les écoles et à ce qui est intégré dans ces cours. À la fin de l'école, ces enfants sont déjà habitués à l'idéologie anticapitaliste et anti-assimilation. Et ensuite, vous les envoyez à l'université. Et c'est là que tout commence vraiment, parce qu'à l'université, il y a un véritable recrutement actif. Il y a beaucoup de membres d'Antifa parmi les universitaires et il y en a beaucoup aussi parmi les professeurs d'université et d'école. Je veux dire que les syndicats d'enseignants jouent un rôle clé dans tout cela. Les syndicats d'enseignants sont une énorme partie du mouvement de gauche. Je les vois littéralement tout le temps lors des appels d'organisation de la gauche. Et honnêtement, je pense que l'une des actions les plus productives que nous pourrions entreprendre serait d'organiser des auditions au Congrès sur l'activité politique des syndicats. Ce ne sont pas que les syndicats d'enseignants, mais tous les syndicats qui poseront problème pour promouvoir cette idéologie d'extrême gauche. Je suis intelligente, non. L'apparence trompe, non. C'est sans doute son apparence qui a fait qu'ils l'ont accepté à l'Antifa. Voilà comment se passe la confrontation avec l'Antifa. Regardez maintenant, vous allez voir l'Antifa tirer sur un bâtiment fédéral où travaillent près des employés fédéraux. Maintenant, pour les nouveaux venus ici et pour le président Donald Trump. Il n'en a entendu parler qu'il y a seulement 2 semaines. Les manifestants et les agents fédéraux s'affrontent. Selon les lois des États-Unis, tout ce qui se trouve à l'intérieur des villes et des États, le gouvernement fédéral n'a pas le droit d'intervenir dans les villes et les États. C'est pourquoi Trump n'en parlait qu'à l'oral. Mais l'attaque a d'abord visé un bâtiment fédéral, puis d'autres installations, biens et fonctionnaires fédéraux. Et cela a donné à Trump la possibilité de s'occuper de ce problème sans enfreindre la loi. Mais les démocrates, eux qui, pendant des années, ont laissé l'Antifa brûler, frapper et tuer. Nous allons parler de prévention, nous allons parler de la procédure légale appropriée. La délégation de l'Oregon tire la sonnette d'alarme après avoir passé plus d'1 heure dans le centre de l'Immigration and Customs Enforcement au sud de Portland. Et nous voulions comprendre comment certaines de leurs politiques sont structurées. Alors, après 5 mois d'affrontements constants, d'attaques contre des journalistes, de blessures d'agents fédéraux, les habitants de ce quartier suppliaient qu'on leur vienne en aide. Après 5 mois, soudain, les responsables de l'Oregon décident « Vous savez quoi? Nous allons visiter ce bâtiment fédéral ?» Ils ne savaient pas que nous viendrions. Ils nous ont fait visiter et se sont installés dans la salle de conférence pour répondre à nos questions. Voici notre avis. Le président veut expulser les immigrés illégaux violents et nous y sommes favorables. Le sénateur Merkley affirme que c'est l'inverse. Des personnes non violentes sont arrêtées ou détenues. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, ces législateurs sont allés dans ce bâtiment et tout le bâtiment a été attaqué, les fenêtres ont été brisées, tout le bâtiment a été barricadé avec des planches pour le protéger. Et la raison pour laquelle tout cela est flouté, c'est parce que des choses très haineuses sont écrites sur ces planches. Je ne peux même pas vous montrer ça. Alors, imaginez, ces législateurs viennent et parlent de criminels violents. Pendant ce temps, le bâtiment dans lequel ils se trouvent a été vandalisé et détruit. J'espère vraiment que le peuple de Portland, dans l'Oregon, ainsi que dans d'autres villes des États-Unis d'Amérique dirigées par les démocrates, le Parti démocrate, voit bien qui fait semblant d'agir, comme on dit, et qui essaie de nous sauver du fascisme, du communisme, je ne sais pas. Là-bas. Qui est venu à nous, comme on dit, sous le masque de l'antifascisme. Cette phrase est attribuée à Winston Churchill, mais il ne l'a jamais dite. Elle vient d'une publication du sénateur américain Charles Long dans les années 30 du siècle dernier. Peut-être que Churchill l'a répété un jour, mais il l'a répété. Vous voulez encore un peu parler d'Antifa ? Eh bien, de cette même Caroline Borysenko, elle se fait appeler Caroline Borysenko. Ce que nous aimons, c'est la gauche communiste, mais nous ne voulons pas qu'ils contrôlent tout. Nous devrons mettre de côté nos autres désaccords pour plus tard et nous pourrons en discuter après. D'accord, car nous avons un ennemi qui tente de renverser le gouvernement. Ils sont dangereux, ils lavent le cerveau des enfants et font des choses folles. Alors, bienvenue Sarita, bienvenue dans ce cauchemar dystopique. George Soros soutient des causes progressistes et libérales, pas l'extrême gauche.
Donc, si vous allez sur mon site qui s'appelle Coder, je vais même l'ouvrir. Attendez, je vais l'ouvrir pour vous le montrer et nous pourrons mettre le lien dans le chat. La gauche, c'est un spectre qui va des démocrates corporatistes jusqu'aux socialistes révolutionnaires radicaux. Et nous devons considérer la gauche comme un spectre parce que si nous ne faisons pas cela, nous ne pourrons pas comprendre ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire ensuite, puisque tous ces différents groupes à l'aile gauche se comportent différemment. Et j'ai une structure pour aider les gens à comprendre ce que j'appelle la carte du mouvement de la gauche moderne, qui se compose essentiellement de 5 niveaux décrivant différents groupes du côté gauche. Donc, le premier niveau, ce sont les démocrates. Ce sont des personnes qui placent les intérêts des entreprises au-dessus de tout. Ils veulent maintenir le capitalisme. Ils sont très favorables à l'establishment. Peu de changements viennent d'un démocrate moyen, ce qui rend la colère des conservateurs envers eux absurde. Je comprends qu'ils sont vos adversaires électoraux, mais le démocrate moyen ne représente pas vraiment une grande menace. Le Parti démocrate est en fait en train de s'effondrer. Et après les démocrates viennent les libéraux ordinaires, généralement bienveillants et engagés dans les causes sociales. Ils n'en sont pas les mêmes que les socialistes ou les communistes. En fait, les socialistes et les communistes disent ouvertement qu'ils détestent les libéraux tout le temps. Après cela viennent les progressistes et avec les progressistes, vous commencez à vous rapprocher prudemment de l'extrême gauche, même si vous n'y êtes pas encore tout à fait. Parce que, en fait, les progressistes veulent quand même préserver un environnement capitaliste dans le pays. Les progressistes n'essayent pas de renverser le gouvernement. Ils ont des politiques très à gauche, mais ils n'essayent pas de renverser le gouvernement. Ensuite, vous allez à l'extrême gauche, où sont nos socialistes, démocrates et révolutionnaires. Maintenant, la différence entre les socialistes démocrates, comme les socialistes démocrates d'Amérique, le Parti des familles ouvrières, etc., etc. Mais les socialistes démocrates d'Amérique sont les plus grands, c'est pourquoi je les utilise en exemple. La différence entre les socialistes démocrates d'Amérique et les socialistes révolutionnaires, c'est qu'ils veulent tous deux une société post-capitaliste, mais ils ont des idées différentes sur la façon d'y parvenir. Les socialistes démocrates les croient encore au travail par le biais des élections. Ils présentent encore des candidats, ils ont encore des partis politiques fonctionnels. Ils croient au fait d'intégrer le système par les élections, surtout pour des postes locaux modestes. Mais maintenant, nous avons Zohran Mamdani qui va devenir le prochain maire de New York et apporter de petits changements au système pour, avec le temps, abolir le capitalisme. Les socialistes révolutionnaires sont complètement différents, car ils disent ouvertement « Nous ne croyons pas aux élections, nous ne votons pas, aucun des partis ne nous intéresse. Nous ne souhaitons pas présenter de candidats, ni travailler dans le système, nous voulons seulement renverser le gouvernement. » Voilà la différence. Quand on dit que les socialistes démocrates d'Amérique sont les plus à gauche, je pense « Oh non, non, non ». Les socialistes démocrates d'Amérique ne cherchent pas à renverser le gouvernement, mais à agir dans le système. Ce n'est pas bien, mais moins grave que ceux appelant à la violence. Merci. Caroline de nom ukrainien Borisenko, tu m'as personnellement donné beaucoup d'informations utiles. Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les progressistes et les libéraux. Oui, tout le reste est plutôt clair. Démocrate, eh bien là c'est normal comme on dit, démocrate. On dit aussi parfois, pour ainsi dire, les Blue Dogs. Je ne me souviens plus d'où ça vient. Oui, donc ils sont bleus, mais en même temps, je ne sais pas, peut-être des chiens, mais bleus, je ne sais pas. Donc voilà, ce sont des démocrates, hein, c'est leur principe. Donc il faut quand même aider les faibles, ils ne vont pas plus loin, il faut aider les faibles. Les libéraux et les progressistes. Selon moi, cela signifie que l'idée va un peu plus loin. Pour aider, il faut prendre à ceux qui ont gagné. Et les socialistes démocratiques ou les démocrates socialistes veulent que tout soit réparti également, peu importe qui a gagné ou non. Eh bien, naturellement, au passage, on prend un peu pour soi, n'est-ce pas ? Et les révolutionnaires, ça veut dire qu'il faut tous les abattre, tous les tuer, tous les emprisonner là-bas, tous les voler. Et après, on verra. Donc pourquoi penser à l'avenir maintenant, puisque c'est dans le futur ? Pourquoi y penser maintenant, alors que maintenant, c'est maintenant ? Voilà l'ennemi, il y a un ennemi. Ceux qui ont de l'argent, et je veux leur prendre le plus vite possible pour qu'on puisse en profiter nous-mêmes, en profiter personnellement. J'ai 2 pistolets, 2 camarades, on ira tuer tout le monde. Tout prendre, puis la vie sera magnifique. Ce serait bien de les envoyer tous à Cuba ou au Venezuela, ou bien à San Salvador en prison, enfin, quelque part, mais quand même à Cuba,
ce serait probablement mieux. Au revoir, à la prochaine.